Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. La deuxième partie de Géopolitique le MAG, merci d'être avec nous sur Radio J. C'est l'heure de retrouver la géopolitologue Léa Landman. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre cette semaine pour nous parler de l'éventuel désalignement progressif entre Israël et l'Amérique de Trump. Oui. Bon, je veux juste un petit rappel. Jusqu'en 67, les liens entre les États-Unis et Israël étaient prudents. Okay. Après la guerre des 6 jours, les États-Unis voient en Israël un atout stratégique dans la guerre froide, une puissance qui peut aider en fait à contrer l'influence soviétique au Moyen-Orient. Et depuis, les liens se sont renforcés et sont devenus presque idéologiques. En tout cas, ils sont incontournables. Malgré le soutien du président Biden depuis le 7 octobre, on sait très bien, il a beaucoup été critiqué par Israël pour ses positions plus modératrices, disons. Ce n'est pas un secret que l'investiture de Trump a été perçue en Israël comme un bol d'oxygène. Trump a coordonné les accords d'Abraham, ses positions sur Israël, surtout par rapport aux Palestiniens, étaient hyper claires et une grande partie de ses conseillers et de son entourage étaient unilatéralement pro-israéliennes. Le gouvernement israélien, se basant sur ce que disait Trump, en fait, pensait avoir carte blanche pour ses opérations à Gaza et ses négociations avec le Hamas. Et alors là, il y a une erreur d'analyse du gouvernement israélien ? Alors, je ne sais pas si c'était une erreur d'analyse, si ça n'a pas été pris en compte, si ça a été minimisé, peut-être juste... Oui, effectivement, peut-être juste incompris. Je pense que ça doit être un mix entre tout ça. Le premier, c'est qu'en fait, America First, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan, c'est vraiment une doctrine, une idéologie. C'est là-dessus que Trump a été réélu, c'est ce en quoi il croit. C'est-à-dire que Trump fera d'abord ce qui est bien pour les États-Unis, et pour Trump aussi, évidemment. Les alliances, les relations bilatérales sont fonction en fait de leur intérêt direct pour les États-Unis, surtout s'ils sont financiers. Le second, c'est la promesse de Trump de résoudre les conflits et d'arrêter les guerres. En ce qui concerne Israël, les 100 premiers jours de Trump à la Maison-Blanche ont été faciles, on peut le dire. Propositions allant dans le sens du gouvernement israélien, travail sans arrêt autour de la libération des otages, pas de restrictions militaires. Bref, Trump et Netanyahou sont sur en fait la même longueur d'onde. Mais depuis quelques semaines, Trump a pris une série de décisions stratégiques, presque toutes concernant Israël, sans en informer les Israéliens. Oui. Donc beaucoup de surprises, ce qui a entraîné en fait des questions et des rumeurs sur la relation entre les deux alliés. Les rumeurs sur une rupture entre Trump et Netanyahou sont allées assez loin pour que l'ambassadeur américain aux États-Unis, Mike Huckabee, un proche de Trump, un soutien inconditionnel d'Israël, a senti le besoin quand même de réagir en disant que les relations vont très bien, que les États-Unis ne tournent pas le dos à Israël. D'ailleurs, Trump l'a dit hier, l'a redit, il n'y a aucun problème entre nous et Israël, etc. Donc, à force de répéter les choses à haute voix, on va quand même voir un puzzle qui se met en place qui est un peu plus compliqué. Alors là, d'où viennent ces rumeurs de tension entre les deux dirigeants et quelles sont les décisions qui ont remis en cause ou qui auraient remis en cause cette relation ? Alors, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises unilatéralement. Elle dessine en fait un contour. On a l'impression d'un tournant stratégique, mais j'ai très peur de ce mot depuis le 7 octobre. Il n'empêche, il y a quelque chose qui se passe. Les Américains n'attendent plus en fait Israël. La première chose dont je veux parler, c'est évidemment l'annonce d'un cessez-le-feu de Donald Trump avec les Houthis. Cessez-le-feu séparé. C'est un accord qui a été négocié par Oman qui stipule que les États-Unis mettront fin à leur campagne de bombardement contre les Houthis. Et en contrepartie, ces derniers cesseront leurs attaques contre les navires américains en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Alors, Israël n'était pas inclus dans le deal, mais surtout, Israël a été surpris. Il ne savait pas. Et cette annonce, elle vient 2 jours après l'attaque Houthi sur Ben Gurion, sur l'aéroport. Donc. Le deuxième point, c'est l'administration américaine qui avait entamé en fait des négociations directes avec le Hamas. Absolument historique. Historique. Que son envoyé sur les otages voleurs avait mené sur les conseils et avec l'aide du milliardaire palestinien Bachar el-Masri. La première fois, donc, quand ça a éclaté, là, on dit que c'est Souha Arafat, donc la femme de Yasser Arafat qui a coordonné ces négociations, qui ont été, première fois, critiquées. Mais elles n'ont probablement pas été arrêtées. Et cette semaine, donc, Idan Alexander, le dernier otage américain, donc double nationalité américain, a été libéré par le Hamas dans le cadre de négociations directes avec les États-Unis, sans contrepartie. Israéliens l'ont appris par leur renseignement. Voilà. Et Israël ne savait pas, n'a pas été mis au courant. Donald Trump veut un deal sur le nucléaire iranien. Il a rejeté les demandes israéliennes d'attaquer l'Iran.
À Riyad, il a menacé le pétrole iranien, mais on n'a plus parlé d'attaque contre l'Iran. Trump veut un deal, il a même dit qu'il n'avait pas d'ennemi éternel. C'est vraiment une branche d'olivier, quoi. Et on ne peut pas ne pas parler de la visite de Trump cette semaine dans les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Certains ont fait remarquer qu'Israël ne faisait pas partie du planning. En temps normal, je n'y porterai pas plus de poids que ça. Sa visite se focalise sur des deals commerciaux et militaires, c'est ce qu'on pensait, mais on a vu qu'il y a une série d'annonces en fait géopolitiques. Notamment concernant la Syrie. Exactement. Notamment concernant la Syrie. Mais avant de parler de la Syrie, je voudrais parler une seconde de l'Arabie Saoudite, parce qu'il a signé un très gros deal, le plus gros deal militaire avec l'Arabie Saoudite. Et on rappelle que le projet de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, il contenait 3 volets, en fait. C'est un deal militaire et de défense, un deal sur le nucléaire civil, et enfin la normalisation avec Israël. Et tout devait être lié. Bon, les bonnes nouvelles pour Israël, quand même, c'est qu'il n'y a pas eu de deal ni sur le nucléaire, ni, de ce qu'on sait, un deal de défense. Il n'y a pas de pack de défense, mais simplement d'énormes ventes. Je crois que c'est autour de 140 militaire. Milliards. Oui, c'est pas la même chose. Ils vont leur vendre des armes, ils vont leur vendre des drones, etc. Mais il n'y aura pas d'accord de défense. Un pack de défense, ça veut dire que si on attaque l'Arabie Saoudite, les États-Unis aident. Okay, donc ça n'a pas été conditionné, en fait. Il semblerait que ce soit, en fait, principalement un deal commercial, mais on va attendre les grandes déclarations. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, parce qu'on ne sait pas encore tout. Trump a quand même dit que son rêve est de voir l'Arabie Saoudite signer les accords d'Abraham, mais à son propre rythme. Il comprend que l'Arabie Saoudite n'est pas pressée tant que la guerre à Gaza bat son plein. On passe à la Syrie, donc. Ouais, bon, ça, c'est la grande surprise. Vous vous rappelez que Trump avait dit « j'ai une grande annonce à faire ». Donc la grande annonce, pour l'instant, il ne l'a pas terminée, donc il nous reste encore quelques heures. Et il a rencontré le président syrien Ahmad al-Shara et a annoncé la levée des sanctions contre la Syrie. Disant qu'il présentait jusque-là comme un djihadiste. Oui, c'était le djihadiste. Ah, pour Trump, c'était le djihadiste. Mais là, il a dit it's a great guy, il est beau gosse, ça marche, quoi. Disant qu'il fallait lui donner une chance, et il lui a souhaité bonne chance. Il lui a dit good luck to Syria. Netanyahou lui aurait demandé de ne pas lever les sanctions, mais il a refusé. Okay, ça, c'est vraiment important. Cette fois-ci, les Israéliens n'ont pas été pris de court, mais en fait, leur voix, ce qui les concernait, n'a pas été écoutée. Donc Israël a essayé de convaincre l'administration américaine d'accepter d'établir des régions ethniques autonomes, avec celle du Sud, frontalière d'Israël, démilitarisée. En gros, une Syrie décentralisée. C'est pas du tout la direction dans laquelle on va maintenant. Trump préfère la version de l'Arabie Saoudite et de la Turquie, avec qui, entre parenthèses, il a dit ils s'entendent très bien, qui ont fait pression pour la levée des sanctions. Il a également proposé au président syrien de rejoindre les accords d'Abraham. Et le président syrien a dit que quand son pays se stabiliserait, il n'a pas dit il accepterait, mais il y réfléchirait. Et ça, c'est un grand boom. C'est vraiment... C'est vraiment assez... ça, c'est une grande nouvelle, comme dit Trump. OK. Bien qu'on en parle très peu, on sait quand même qu'à l'intérieur de la Syrie, c'est pas de tout repos. Des Druzes, des Alaouites se font massacrer par le régime et l'influence turque est de plus en plus importante, mais les intérêts prennent le dessus. Et juste un exemple, Emmanuel Macron a également reçu Al-Shara et en parallèle, CMA, CGM de Saadé, la compagnie donc, de ce milliardaire, proche d'Emmanuel Macron, a signé les droits d'exploitation du port de Latakia. Donc en fait, personne n'attend personne. On fonce. Qu'en est-il de Gaza maintenant, l'autre grand dossier peut-être de tension entre les deux administrations? Trump veut voir la guerre terminée. Ça, c'est hyper clair. Ça y est, il a terminé cette histoire. Il a donné, il veut que ça se termine. Et là, c'est la relation qui se complique parce que Trump a dit qu'il travaillait dur pour arrêter la guerre et libérer les otages. Son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Witkoff, a dit aux familles d'otages après la libération de Idan Alexander, les États-Unis veulent récupérer les otages, mais Israël n'est pas prêt à mettre fin à la guerre. Et il a rajouté, Israël prolonge la guerre alors que même nous ne voyons plus où des avancées supplémentaires pourraient être réalisées. Donc, ils ne stoppent pas Israël, mais ils disent quand même là, on ne comprend pas où ça va. Pour venir à une visite de Trump au Moyen-Orient, il veut voir la fin de la guerre, il veut passer à autre chose, et en fait, il n'a rien à faire en Israël sans gain. Donc, si Israël avait annoncé un cessez-le-feu, il serait passé par Israël. Donc, en fait, comme il a dit qu'il passerait par Istanbul si des progrès étaient faits entre Russes et Ukrainiens. Exactement. Trump a insisté pour qu'une délégation israélienne parte pour le Qatar discuter du plan Witkoff. Maintenant, c'est un peu un plan différent. On en parlera peut-être quand on aura plus de détails parce que c'est dommage de spéculer là-dessus. Il n'empêche que Trump insiste, les relations avec Israël sont bonnes et que sa visite au Moyen-Orient est bonne pour Israël. Netanyahou dit que si les pourparlers échouent, une grande opération sera faite à Gaza qui aplatira Gaza. Pour rappel, là où est tout le drame en fait de cette histoire, entre autres, c'est qu'Israël, qui est à l'origine des changements dramatiques en Syrie et au Liban,
C'est Israël, l'affaiblissement colossal de l'Iran et ses proxys. C'était un effet domino dont tout le monde cueille les bénéfices aujourd'hui, mais Israël n'est pas autour de la table. Donc Israël est en retrait des bénéfices qu'il a lui-même provoqués. Et Israël a l'air plus isolé que jamais. Alors, un des intérêts d'Israël pour les pays arabes, c'est son importance pour Washington. C'est-à-dire que si des décisions stratégiques sont prises dans la région sans prendre les besoins israéliens en compte ou l'avis, ça risque quand même d'affaiblir la position d'Israël et surtout la sécurité d'Israël, qui se focalise aujourd'hui sur Gaza principalement. C'est le commerce international, c'est sa légitimité internationale, c'est ses relations et ses alliances internationales. Et là, pour l'instant, on a quand même l'impression d'être un peu... de pas tellement comprendre comment se définit sa sécurité, comment Israël veut définir sa sécurité internationale. Donc en fait, Israël va devoir décider s'il veut mettre tous ses œufs sécuritaires dans le nid gazaoui ou au détriment de tout le reste en fait. Donc ce recentrage stratégique de Trump s'inscrit dans une doctrine beaucoup plus large et qui est vraiment importante parce qu'elle aura un énorme impact. Qu'il a articulé dans un discours remarqué à Riyad, il faut regarder la vue d'ensemble, the big picture. Comme le signale Barak Ravid pour Axios, Trump a présenté sa diplomatie au Moyen-Orient comme un rejet à la fois de l'interventionnisme néoconservateur et de l'internationalisme libéral, et comme la preuve que son approche transactionnelle fondée sur America First produit des résultats là où les précédents présidents américains ont échoué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces néoconservateurs, qui sont très pro-israéliens, c'était toute la doctrine américaine depuis des décennies, c'est-à-dire qu'on intervient, on change le régime, et voilà. Trump l'a dit clairement, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est grâce à vous, c'est pas à cause de nos interventions qui sont complètement ractées, c'est un changement immense dans la politique étrangère américaine. Pour conclure, Léa ? Alors pour conclure, si Israël se sent isolé aujourd'hui, il ne faut quand même pas conclure à une rupture définitive, ni à une rupture tout court. Washington reste conscient de l'importance stratégique de son allié israélien, ça va dans les deux sens quand même, mais la nature de cette alliance risque de changer si elle détourne Trump de ses objectifs. Donc, ce qui joue en fait actuellement entre Israël et les États-Unis, c'est pas une rupture, mais un réalignement stratégique profond, dans le sens où Trump va avancer avec ses alliés arabes et Israël peut s'avancer ou peut ne pas avancer ses pions, mais en tout cas, personne ne va attendre Israël. Washington agit désormais selon une logique transactionnelle plus froide, moins idéologique. Le soutien à Israël reste réel, mais conditionné à des intérêts concrets et non plus automatique ou inconditionnel. Israël, de son côté, se retrouve face à un dilemme, continuer à s'enfermer dans une lecture sécuritaire centrée sur Gaza ou réintégrer une vision régionale plus large où sa valeur réside aussi dans sa capacité à peser dans l'architecture stratégique du Moyen-Orient. Donc, dans tous les cas, l'ère du chèque blanc est derrière nous. Israël devra désormais faire preuve de finesse diplomatique et de clarté stratégique pour maintenir son rôle central auprès de Washington, sans quoi d'autres, Riyad, Doha, Ankara, sauront occuper l'espace laissé vacant. Et ça, c'est clair, on le voit déjà. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous pour cette chronique Steve. À retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.